On va prolonger cette modestie en demandant à André Schenck de venir nous rejoindre pour qu'il nous fasse son commentaire sur son point de vue. Il a suivi tous nos travaux et comme tous les ans, voilà maintenant 18 ans qu'il vient ponctuer nos réflexions en s'exprimant avec sa double culture. Il est à la fois donc aujourd'hui en Chine, mais c'est un Français, polytechnicien, entrepreneur qui mène sa carrière entre l'Asie et l'Europe, et donc son regard de nos échanges est l'occasion pour nous d'avoir ce principe de l'humilité, de ne pas penser que nous sommes propriétaires de notre pensée, et qu'en matière de modestie, il faut des croyants, mais il faut aussi des pratiquants. Up to you. Merci, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bon, puisque je suis le dernier intervenant de cette journée exceptionnelle, permettez-moi de prendre le contre-pied du pessimisme de votre premier intervenant en annonçant une bonne nouvelle: une guerre entre la Chine et les États-Unis est improbable. Ce n'est pas une profession de foi dictée par un optimisme béat, c'est une conviction s'appuyant sur un constat simple: les deux puissances ne veulent pas la guerre parce qu'elles pensent qu'elle est inutile, et ce, parce qu'elles ne font pas la même analyse de ce qui fait la puissance d'un pays. Pour les États-Unis, c'est la démocratie. Un pays autoritaire ne peut pas parvenir au sommet du monde parce que tout dirigeant commet des erreurs, et alors que dans une démocratie, le processus politique permet de les corriger, l'autocrate s'entête dans ses erreurs parce qu'il a levé tout le contre-pouvoir et finit toujours par faire dérailler son pays. Pour la Chine, ce qui permet la paix, la prospérité et, en fin de compte, la force d'un pays, c'est son unité. Or, la Chine constate, année après année, que les États-Unis se divisent toujours davantage. Ce n'est plus une fissure, mais un véritable gouffre qui sépare les partisans de Trump de ceux de Biden. La division du pays va nécessairement entraîner son affaiblissement. Chacun des deux pays pense donc que le temps joue pour lui. Pourquoi dès lors s'engager dans une guerre, puisque l'adversaire va s'effondrer de lui-même? Cette note optimiste doit malheureusement être tempérée, car si dans l'absolu une guerre entre la Chine et les États-Unis est improbable, on peut néanmoins craindre un accident. Qu'est-ce qui pourrait le provoquer? Du côté américain, on est conscient et inquiet de la division de plus en plus profonde qui scinde le pays, et on s'aperçoit qu'il n'y a plus guère qu'un seul sujet qui unisse les Américains de tous bords, c'est l'aversion pour la Chine. Se pourrait-il que dans le désir de rassembler son pays, un président des États-Unis en vienne à déclencher une guerre contre la Chine? On se rappelle les photos truquées brandies par Colin Powell à la tribune des Nations Unies. Cependant, la Chine n'est pas l'Irak, et on peut penser que les États-Unis ne prendront pas l'initiative d'une guerre contre une puissance nucléaire. On s'inquiète généralement plus sur la Chine. L'impensable pourrait-il venir de Pékin? Ce qui pourrait le provoquer est aisément identifiable, c'est Taïwan. Sur ce sujet épineux, il importe de ne pas se tromper dans l'analyse des faits et ne pas se laisser entraîner dans des raisonnements séduisants, mais non rigoureux. Ainsi, beaucoup en Occident font le parallèle entre Russie-Ukraine et Chine-Taïwan. En omettant un élément essentiel, l'Ukraine est un pays indépendant reconnu par l'ONU, alors que Taïwan ne l'est pas, et que la plupart des pays au monde reconnaissent que Taïwan fait partie intégrante de la Chine. On ne peut à la fois réclamer le respect absolu du droit international pour l'Ukraine et l'ignorer pour la Chine en privilégiant contre celle-ci des raisons idéologiques. On a aussi tendance en Occident à attribuer à l'hubris de Xi Jinping la volonté de réunifier la Chine à tout prix, sous-entendant que si la Chine avait un autre dirigeant, la situation serait différente. Parfois, on ajoute qu'accroître la tension sur la question taïwanaise est un moyen utilisé pour faire oublier les difficultés économiques rencontrées par la Chine. C'est oublier que la position de la Chine sur Taïwan n'a jamais changé, quel que soit le dirigeant chinois. Et même Wen Jiabao, qu'on considère souvent comme le plus ouvert des dirigeants chinois de ces dernières décennies, a toujours affirmé que la réunification de Taïwan était une obligation pour tout leader chinois. C'est d'ailleurs sous son gouvernement que fut adoptée la loi dite anti-sécession concernant Taïwan au premier chef. Qu'on ne s'y trompe pas, la Chine ne renoncera pas à sa réunification et prôner le statu quo comme solution permanente est illusoire,
car par définition, le statu quo est un état provisoire et instable. Les stratèges sont nombreux à supputer qui gagnerait une guerre déclenchée sur la question taïwanaise. Il serait utile que politologues et juristes s'efforcent de trouver un moyen de concilier la notion de l'unité de la Chine, pierre angulaire de toute solution pour Pékin, avec le fort désir d'autonomie des Taïwanais. Un temps, on crut que l'Union européenne aurait pu servir de modèle. Ces difficultés ont malheureusement fait pâlir son étoile et le Brexit a encore diminué son prestige. Mais il convient de ne pas se décourager pour trouver une solution. La paix mondiale est à ce prix. Mais me direz-vous, est-ce bien utile ? Le piège de Thucydide ne prédit-il pas que de toute façon la guerre est inévitable entre les États-Unis et la Chine ? Ma réponse est simple. Une des conditions essentielles du piège de Thucydide n'est pas remplie. Rappelons-en les hypothèses, une puissance dominante mais déclinante et une puissance montante qui va remplacer la première. Dans les faits, s'il est vrai que la Chine refuse de subir les dictats américains, elle ne tient absolument pas à remplacer les États-Unis en tant que puissance dominante dans le monde, que ce soit dans les domaines géostratégiques, idéologiques ou même scientifiques. Elle n'en a ni les moyens ni l'envie. Être le leader du monde est une obsession américaine, pas chinoise. C'est tellement vrai que les think tanks chinois se sont intéressés à un concept qui n'est pas nouveau mais qu'on a laissé de côté, le piège de Kindleberger. Le piège de Thucydide a été utilisé par son auteur, le professeur Graham Allison, pour expliquer la Première Guerre mondiale. À l'époque, d'après le professeur américain, la puissance navale de la Grande-Bretagne s'était trouvée défiée par celle montante de l'Allemagne, et la Grande-Bretagne n'a eu d'autre choix que de faire la guerre pour contenir la montée de l'Allemagne. De même que lors de la guerre du Péloponnèse, Sparte, puissance dominante de la Grèce, n'a pas supporté l'ascension d'Athènes. Le piège de Kindleberger a été imaginé par l'économiste Charles Kindleberger, un des architectes du plan Marshall, pour expliquer la Seconde Guerre mondiale. Il part aussi de l'hypothèse qu'une puissance dominante décline, mais au lieu de se trouver face à un challenger qui veut prendre sa place, elle se trouve au contraire devant une puissance émergente qui ne veut pas ou ne peut pas prendre sa place. Entre les deux guerres, la Grande-Bretagne était encore la puissance dominante, quoique déclinante, au profit des États-Unis, mais ces derniers, tout à leur doctrine Monroe, étaient isolationnistes et ne tenaient pas à remplacer la Grande-Bretagne. Cela a permis l'émergence de nouvelles puissances régionales, le Japon, l'Italie et en fin de compte l'Allemagne, dont l'ambition n'a pu être arrêtée parce qu'il n'y avait plus de gardiens de la paix dans le monde. Pour les Chinois, la situation actuelle de la planète se rapproche bien plus des conditions du piège de Kindleberger que de celui de Thucydide. Les États-Unis sont encore les puissances dominantes du monde, mais il est clair qu'elle l'est bien moins qu'au lendemain de la chute du mur de Berlin. De leur côté, les Chinois ne veulent absolument pas les remplacer dans le rôle coûteux et ingrat de gendarmes du monde. Selon le piège de Kindleberger, il en résulte l'éclosion de nouvelles puissances régionales, Iran, Afrique du Sud, Turquie, Brésil, Inde, Arabie saoudite, qui ont l'ambition de peser sur le sort de la planète et subissent la frustration de ne pas être jugés à la valeur qu'ils estiment être la leur. Il fut un temps où on pouvait classer les pays selon leur idéologie. La guerre d'Ukraine a fait voler en éclats cette certitude. On a voulu l'interpréter idéologiquement comme le combat entre une démocratie et une autocratie, mais on voit combien cette analyse colle mal aux faits. Brésil, Inde et Afrique du Sud, pays démocratiques, ont à ce sujet des positions plus proches de la Chine que de celles des pays occidentaux. Il a fallu créer le concept de Sud global pour tenter de donner une nouvelle grille de lecture au monde. Mais on s'est vite rendu compte que ce Sud global sans objectif commun, sans organisation, sans leader, ne constituait ni un bloc ni une alliance. Pourtant, en son sein a émergé une institution improbable, les BRICS. Qu'on se rappelle, ce concept fut inventé en 2001 par Jim O'Neill, alors économiste de Goldman Sachs, presque comme une boutade. À la surprise générale, le concept a pris au sens où le ciment prend. Au pays d'origine est venu s'ajouter l'Afrique du Sud en 2011 et l'an prochain, 6 autres pays vont les rejoindre. On s'est assez gaussé de cet assemblage hétéroclite où siègent des pays idéologiquement ou religieusement opposés, Chine et Inde, et bientôt Arabie saoudite et Iran. Comment un attelage tirant à U et à dia pourrait-il avancer ?
On n'a pas suffisamment prêté attention à l'une des tâches que se sont données les BRICS lors de leur dernière réunion, la semaine dernière à Johannesburg, briser le monopole du dollar dans les échanges internationaux. Les économistes ont bien remarqué, mais ils ont eu tendance à négliger parce que, selon eux, nulle monnaie ne réunit les conditions permettant de remplacer le dollar. Ils ont raison, mais ils se trompent sur les objectifs. Les BRICS ne cherchent pas une monnaie qui remplacerait le dollar, mais des solutions alternatives pour maintenir les échanges internationaux dans le cas où les États-Unis utiliseraient contre eux l'arme de leur monnaie. C'est la version BRICS de ce qu'Européens et Américains appellent le de-risking. On constate donc que le monde se fragmente de plus en plus. Comment se conduire dans un monde où le plus grand danger serait le piège de Kindleberger plus que celui de Thucydide? Eh bien, les think tanks chinois se sont intéressés à un concept appelé la timidité des cimes, et je terminerai par là. C'est une notion empruntée à des botanistes australiens. Ceux-ci se sont aperçus que dans les forêts australiennes, certains grands arbres qui poussent très vite, qui poussent très près les uns des autres, obéissent à un mécanisme encore mal expliqué d'évitement. Quand on observe leurs cimes depuis le sol, on voit clairement que leur feuillage n'empiète pas sur le feuillage de leurs voisins, et qu'une fente sinueuse dessine le contour du sommet de ces arbres, comme si chacun savait quel espace était occupé par un autre et se gardait d'entrer dans son territoire. Ce phénomène, baptisé crown shyness en anglais, a été traduit par timidité des cimes. On comprend bien l'analogie politique qu'on peut en tirer. Il faut que chaque pays puisse respecter le territoire, pas seulement physique, mais également historique, culturel, civilisationnel de l'autre. Cela implique notamment de ne pas s'imposer dans les affaires intérieures des autres pays et les forcer à adopter des politiques qu'on croit les meilleures, même pour leur bien. Au-delà des considérations idéologiques, on voit bien que s'opposent deux attitudes philosophiques, celle de l'Occident épris du sens de l'action qui l'a amené à concevoir le devoir d'ingérence, et celle plus orientale, sensible à la notion taoïste du non-agir. La première, malgré ses bons sentiments, n'a pas réussi à ramener la paix dans le monde. La seconde est loin d'être assurée de réussir, mais le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? Je vous remercie. Merci de cet éditorial. On a découvert un nouveau piège. Bon, et on en mesure toutes les forces et on a compris qu'il y avait un appel à la modestie et aussi un appel à la timidité, ce qui est, je crois, très utile. Je voudrais simplement dire à chacune et chacun d'entre vous, d'abord notre gratitude pour votre capacité studieuse dans toute cette journée et surtout pour ce consensus qui doit rassembler les uns et les autres, qui fait qu'il ne s'agit pas dans un forum comme celui-ci de prendre un système, d'adhérer à une pensée ou d'écouter un engagement à suivre. Il s'agit que chacun d'entre nous pique une idée ici, pique un raisonnement là, pique un argument ailleurs, et puisse se construire soi-même son appréciation des choses. C'est ça la valeur de l'humanisme, c'est qu'on soit capable de nous piloter nous-mêmes. C'est cette capacité-là que nous cherchons à développer. Et ça, c'est pour ça que nous avons rassemblé aujourd'hui 25 personnalités d'horizons, de cultures, de pays très différentes qui ont exprimé des sensibilités différentes, mais qui, toutes, je crois, nous apportent quelque chose pour que nous puissions faire notre Lego culturel spécifique, chacun de nous ayant sa propre analyse de l'ensemble de ces situations. Je voudrais remercier André Chieng de sa conclusion éditoriale avec c'est toujours une ouverture sur une réflexion. Je voudrais remercier toutes les personnalités. Un mot tout particulier pour Louise Mouchi-Kiwago, qui est notre secrétaire général de l'OIF, pour sa présence depuis hier soir avec nous. On est très sensible à cette attitude. On est comme les Africains. On aime bien qu'on passe du temps avec nous parce que c'est une forme de respect et je trouve que c'est au fond de savoir donner. Au fond, on ne reçoit que si on donne. Madame, vous avez beaucoup donné, vous nous avez beaucoup donné. Vous pouvez compter sur nous pour vous donner les messages que vous êtes en droit de recevoir de notre part. Merci beaucoup à vous, merci aussi à nos amis brésiliens, Excellence, ambassadeur, Madame la ministre, les diplomates qui sont présents ici. Merci à tous les intervenants. Un mot tout particulier pour Jean-François Copé, que j'ai été heureux de
de retrouver là, avec son talent, son énergie, sa pédagogie et sa niaque, qui fait que c'est un renfort considérable pour notre fondation, puisqu'il est à notre board maintenant. Je voudrais dire à Emmanuelle Pérez, la nouvelle directrice générale de notre fondation, toutes mes félicitations pour l'organisation de ce forum avec Elisa Lahaye, la secrétaire générale, et toute l'équipe de la fondation qui a travaillé à cette réflexion. Je crois que nous partons tous avec un joli sac d'idées, de convictions, d'exemples, de formules, de réflexions. Et au fond, c'est ce petit bagage-là qui peut nous aider dans ce monde difficile à conduire nos propres réflexions. Merci à chacune et chacun d'entre vous. J'espère que ce type de forum vous apporte des satisfactions. Je pense qu'il est important pour nous tous que faire vivre un peu cette réflexion au sein du Futuroscope. C'était une volonté de René Monory et nous sommes heureux de vivre cette initiative avec le sens de la fidélité. La fidélité, c'est toujours quelque chose qui est fertile et je crois qu'ici, nous montrons que les échanges peuvent avoir cette fertilité qu'il nous faut pour faire face à nos vies quotidiennes. Merci à toutes et à tous.